Alors après un tiers des bulletins dépouillés, un tiers des bulletins dépouillés sur cette circonscription de Cherbourg, vous l'avez dit, Blaise Missler est au-delà des 28%, il est en première position, le candidat représentant La République En Marche, et derrière c'est serré entre Sophie Guyon, la candidate Les Républicains, 14,04%, Sonia Crimi, la candidate de la majorité présidentielle, 14,36%, et Jean-Jacques Noël, le candidat du Front National, 15,63%, après un tiers des bulletins dépouillés. Alors sur la première circonscription de la Manche, avec les trois invités qui nous ont rejoints en plateau, je me tourne vers vous, Aurélien Marion. On attend les résultats sur cette première circonscription, mais il semble que Benoît Noué soit assez largement en tête devant Philippe Gosselin. Benoît Noué, candidat de La République En Marche, Philippe Gosselin, candidat les Républicains. D'abord, est-ce que vous avez, vous, des résultats plus précis sur cette première circonscription à l'heure où on parle ? Personnellement, j'ai pas plus de résultats. Donc je suis pas plus avancé que vous au niveau des résultats. Sur votre campagne, sur votre score dont on va évoquer tout à l'heure les vrais chiffres, on attend d'avoir les vrais chiffres. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement au soir de ce premier tour des élections législatives ? Le premier chiffre à retenir, c'est bien sûr l'abstention. On peut très bien voir que la 5e République est en crise, arriver à plus de 50% d'abstention sur certains endroits. C'est quand même assez incroyable, c'est que la majorité des Français se désintéressent complètement des législatives, et ce qui va donner sans doute une majorité en fait qui sera qu'une minorité. Et on est dans un système qui donne le pouvoir à une minorité au final. Un petit mot sur les chiffres nationaux. Les Insoumis à 11% sur les premiers chiffres nationaux qui nous parviennent. C'est un score satisfaisant pour vous, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ? C'est clair qu'on aurait aimé faire mieux. Après, satisfaisant, ça montre qu'on est vraiment la seule force d'opposition maintenant face à, pour moi, la droite, parce que En Marche... sur la première circonscription, on peut très bien voir que Benoît Noué a été supporté par un ex-sénateur de droite. Donc le fait que la France Insoumise arrive à ce score, ça montre qu'on est vraiment la seule alternative face aux libéraux et à cette oligarchie de droite et de gauche, ancienne droite et gauche. Je vous interromps avec la première réaction nationale du porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est Christophe Castaner qui vient de s'exprimer à l'instant. Il a dit, je cite, « Avec ce résultat, il y a une volonté des Français d'être cohérents et de vouloir donner une majorité au président de la République. » Ce dernier, Christophe Castaner, a noté toutefois le peu de participation au scrutin, mais a toutefois indiqué que, je cite, « Les autres ministres et moi-même sommes sereins pour la qualification au second tour et plus, même si rien n'est joué. » Fin de citation. Michel Boivin. Oui, alors je reviens sur ma question. La France Insoumise, à l'échelle nationale, aurait perdu presque la moitié de ses électeurs entre la présidentielle et les législatives. Là, il y a un vrai problème. Est-ce que les difficultés avec le Parti communiste français, quelques tirades du chef de file, Jean-Luc Mélenchon, dans un sens, puis dans l'autre, ces hésitations entre les deux tours pour choisir éventuellement d'appuyer Emmanuel Macron ou pas. Voilà. Tout cela, est-ce que ça n'a pas jeté le trouble dans vos propres rangs ? Je pense pas du tout. Moi, je pense vraiment. Expliquez-vous l'écart du simple double. L'écart, il vient du fait que les législatives arrivent juste après les présidentielles. Les gens en ont déjà marre des présidentielles à certains moments, ça se comprend. Et la campagne législative ne dure que 3 semaines, donc elle est vraiment là pour surfer sur la vague des présidentielles. Et je pense pas qu'on puisse dire que les résultats sont dus à M. Mélenchon ou aux électeurs qui n'ont plus confiance. Il y a quand même une dynamique à l'envers. Il n'y a pas une dynamique à l'envers. Pour moi, c'est vraiment plutôt le système de la 5e République qui fait ça. Ça s'est toujours vérifié, à vrai dire. Donc, je vois pas pourquoi ça se vérifierait pas sur cette élection-là. Christine Lecause. La dynamique, allez-y, elle a joué. La dynamique... Quand il y a une dynamique, elle joue. Quand il n'y en a pas, elle ne joue pas. Quand il y a une dynamique gagnante, elle joue à chaque fois. Après, c'est clair que quand les gens sont déçus, peut-être que certains vont peut-être préférer la rue que les urnes au final. Je pense que de ce côté-là, le futur gouvernement aura à faire, parce qu'avec une abstention record comme ça,
ils peuvent s'attendre à une manifestation de la rue. Christine Lecause, on parle de dynamique à l'instant, la dynamique au PS. Vous étiez la suppléante de Clémence Molla sur la première circonscription, la candidate du Parti Socialiste. Ça fait, oui. La dynamique au PS, elle n'est pas bonne et elle est encore moins bonne ce soir. Elle n'est pas bonne, en effet. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Elle n'est pas bonne, c'est ce qu'on attendait. On savait que ça allait être assez difficile et très difficile, voire très difficile. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir une candidature PS sur cette circonscription et faire entendre notre voix. Parce que pour nous, elle est toujours importante. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Parti Socialiste est en grande difficulté. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, il faudra se réorganiser, voir vers quoi on va. Je pense que le Congrès aura son importance, mais comme beaucoup de partis de gauche et même partis de droite, parce que je pense que ce soir, les Républicains sont aussi en difficulté. Enfin, tous les partis habituels sont en difficulté. Je pense que quand on entend parler de renouveau, eh bien, on a voulu jeter ce qui existait jusqu'à maintenant. Et pourtant, le renouveau, on peut... moi, je pense que le renouveau, c'est expliquer qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on sort de 5 années de gouvernement aussi, donc c'est toujours beaucoup plus compliqué. La gauche est complètement explosée, la droite aussi. On va voir ce qui va se passer avec En Marche, mais personnellement, je n'y crois pas du tout. Et j'en profite pour donner les résultats à Saint-Lô avant de vous donner la parole, Michel Boivin avec Christine Lecause. Benoît Noué, donc 38,74% des voix sur cette ville de Saint-Lô, devant Philippe Gosselin, 23,32%. Et en troisième position sur cette ville de Saint-Lô, eh bien c'est Clémence Molla qui arrive. Non, c'est Aurélien Marion qui arrive avec 9,56% devant Clémence Molla, 9,44%. Aurélien Marion, presque 10% à Saint-Lô. Une réaction? Une réaction, première réaction, on est devant le PS. On voit bien que du coup la force d'opposition va se reconstruire derrière nous, derrière la France insoumise. Donc ça va être ma première réaction. Michel Boivin. Oui, Christine Lecause, vous avez tout à l'heure marqué votre fidélité au Parti Socialiste. Comment avez-vous vécu ces gens qui désertent opportunément? Justement, comment expliquez-vous ça? Justement, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai des valeurs qui sont très ancrées, avec des doutes que j'ai eu, je dis, ces dernières années, ces derniers mois. Mais j'ai voulu prouver qu'il y avait encore des gens courageux qui allaient au bout de leurs idées, qui savaient se positionner et qui n'allaient pas chercher la soupe là où elle était. Donc voilà, c'était mon positionnement par rapport à ça. J'avais dit clairement que je ne me représenterais pas, puisque j'ai des activités professionnelles qui sont et des responsabilités professionnelles qui ne me permettaient pas de partir sur une longue campagne. Quand Clémence Molla est arrivée, que je l'ai rencontrée, je me suis dit ok, on y va, 2 femmes. En plus, c'est quelque chose d'assez nouveau. Des femmes en politique, c'est pas si commun, c'est plutôt même rare, c'est un milieu difficile et on a voulu montrer une autre image de gens courageux qui savaient se positionner et qui savaient où ils voulaient aller en tous les cas. C'est ce qu'on a voulu montrer ces dernières semaines. Christine Lecause, est-ce que le parachutage c'est une solution quand même? Alors, le parachutage, quand c'est un parachutage, là, moi je le dis depuis le départ, pour moi c'est un accueil, puisque la circonscription numéro 1 de la Manche était prévue pour une femme, et ça depuis longtemps. Et les militants avaient décidé que ce serait une femme et donc avaient demandé au parti. Donc à part vous, il n'y a pas de femmes socialistes dans la première circonscription? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de femmes socialistes qui ont voulu partir. Je n'ai pas voulu partir et donc c'est une femme que nous avons accueillie et que moi je suis fière d'avoir rencontrée parce que vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et qui a des compétences. Seulement, quand on reste sur une image de parachutage, c'est très délétère et je trouve ça très dommageable. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne connaissait pas Clémence Molla, excusez-moi. Et elle s'est fait connaître, mais qui connaissait Monsieur Marion, qui connaissait Madame Noué. Enfin, je veux dire, c'est pas suffisant comme démarche. Il faut aussi voir ce qu'on est capable de faire, où on veut aller, et voilà. Michel Boivin, avant que je me tourne vers David Guillaume. Au congrès auquel vous faisiez allusion tout à l'heure du Parti Socialiste, il va y avoir la grande épreuve de la clarification. On est bien d'accord. Et ceux qui ont quitté le navire pour aller en marche vers Emmanuel Macron
pour vous, ils doivent être clairement évincés ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait que tout soit mis sur la table, qu'il y ait une discussion, des échanges, et après, les militants du parti choisiront. Thibaut Deslanges, je vous interromps avec un affinage du côté des chiffres qui vient à l'instant de tomber sur l'évolution des résultats. La République En Marche est évidemment toujours en tête avec 32,9% des suffrages à l'heure où l'on se parle, suivi des Républicains en deuxième position avec 21% des voix. France Insoumise et le Parti communiste obtiennent 14,2% des suffrages. Ils devancent de justesse les 10 Verts gauche, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts avec 13,7% des suffrages. Le Front National arrive ensuite avec 13,5% des voix. Et très loin derrière, tous les autres partis sont à 4,7% des voix. Le Front National qui s'est exprimé par la voix de Florian Philippot il y a quelques instants. Nous avons, je cite, subi une déception dans le score. Surtout, nous avons payé l'abstention. On le sait, quand il y a une forte abstention, ceux qui résistent le mieux sont les sortants. Nous faisons un score qui permettra d'avoir de nombreux second tours. Et maintenant, j'en appelle à la mobilisation générale. Fin de citation de Florian Philippot. Thibaut. Et comme nous sommes dans un studio de radio, on met les téléphones portables en vibreur, s'il vous plaît. Michel Boivin, nous revenons dans le département de la Manche. On ne peut pas être d'accord avec la fin de l'analyse de M. Philippot. Les sortants auraient été avantagés. Les sortants vont être pour un grand nombre d'entre eux sortis. Donc cette analyse ne tient pas. Un petit mot sur la ville de Granville, l'une des villes importantes de ce département de la Manche en termes d'habitants. 51,7%, c'est le score du premier. Et ce premier, c'est Bertrand Sor, le candidat de la République En Marche. Il devance très largement Guénaël Huette qui obtient 16,3% des voix. Le candidat Les Républicains, député sortant, qui est donc en deuxième position. Troisième position pour Marie-Françoise Kurdziel du Front National. David Guillaume, vous représentez l'UPR dans cette première circonscription de la Manche. Votre résultat à Saint-Lô, je le regarde à l'instant, et il est de 0,71%. On va attendre l'ensemble de la circonscription. 0,71%, bien évidemment, c'est en deçà et très largement en deçà de ce que vous espériez. Oui, forcément. Bien sûr, on veut toujours faire des scores les plus importants possibles. Vous expliquiez tout à l'heure l'importance des candidatures et le fameux 1% qui est important pour le parti politique et le financement des partis politiques. Malheureusement, on ne le dépasse pas. Hormis cela, ça c'est purement matériel, mais cette campagne a pu permettre de continuer à exposer notre programme, à exposer nos idées, nos analyses. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Une petite réaction sur l'abstention. On a une très forte abstention parce que finalement les Français sont saturés de politique, sont saturés. C'est pas qu'ils y croient plus, c'est que ils s'aperçoivent que voter à droite ou voter à gauche, de toute façon, le résultat est le même. Alors il y a encore ceux qui ont succombé au miroir aux alouettes. Je nomme Emmanuel Macron, qui utilise le mot renouveau en guise de ponctuation dans ses discours. Utiliser le terme renouveau en guise de ponctuation ne fera pas de lui, ne donnera pas une politique nouvelle. Emmanuel Macron, sa politique, on la connaît déjà. C'est celle dont François Asselineau parlait lors du débat à la télévision pour les élections présidentielles, c'est-à-dire la mise en application des grandes orientations de politique économique dictées par la Commission européenne. David Guillaume, les Français, ils sont pas prêts, visiblement, à entendre le discours de l'UPR. 0,71%. Ils vous suivent pas? Alors qu'il est pour l'instant. Est-ce que ça a encore du sens de faire candidature avec un tel score? Ça a du sens. Oui, ça a du sens quand vous êtes le seul parti politique à faire ce genre de proposition. Et ça a du sens parce que je pense que nous sommes dans le juste, en tout cas au niveau des analyses. Et par contre, je le disais tout à l'heure, il y a encore énormément de pédagogie à faire, énormément d'explications à donner. Les Français, d'ailleurs, presque 50% d'abstention, c'est bien parce qu'ils sont complètement désorientés par la politique.
ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent de toute façon, ce sont des réflexions qu'on entend régulièrement, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche. Le résultat est le même. Tout simplement parce que, je le répète, les grandes orientations de politique économique, elles ne sont pas décidées à Paris, elles sont décidées à Bruxelles. Deux autres candidats de cette première circonscription de la Manche nous rejoignent en plateau. Philippe Gosselin, candidat Les Républicains, bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Virlouvet, candidat Europe Écologie Les Verts, bonsoir. Bonsoir. Philippe Gosselin, je me tourne vers vous. On n'a pas l'ensemble des résultats de la première circonscription de la Manche. On va évidemment les attendre. Mais à l'heure qu'il est, par exemple, sur la ville de Saint-Lô, qui est la ville la plus importante de cette circonscription, vous êtes près de un peu plus de 15 points derrière Benoît Noël, la candidate La République En Marche. C'est un échec ce soir pour vous, le député sortant ? Alors écoutez, d'abord on va regarder les résultats en dehors de Saint-Lô si vous le voulez bien. Sur la ville de Saint-Lô, je crois que c'est pas très révélateur. Vous savez, la ville de Saint-Lô n'a jamais été favorable aux députés sortants, pas plus au président de la République qui était Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas très révélateur. En revanche, ce qui est certain, c'est que ailleurs l'écart s'est largement resserré. Moi j'ai en ce moment peut-être pas tous les résultats encore, mais un estimatif qui est aux alentours de 35% pour Madame Noué, et que je salue et qui vient d'arriver, et 31% pour moi. Donc c'est évidemment un écart qui serait aux alentours de 2000 voix. Donc moi j'estime que c'est pas un échec dans la situation actuelle. On voit bien que le vent est très très fort en faveur du président de la République et de ses candidats qui sont sortis du bois simplement quelques petites semaines avant les élections. Donc les gens ne votent pas contre quelqu'un nécessairement, mais ils votent pour le président de la République. Voilà, l'estampille a fonctionné. Et quand on regarde les résultats nationaux, je me dis que ici chez nous, ça a un peu mieux résisté. Donc on va démontrer qu'on va résister jusqu'au bout et davantage. Je salue l'arrivée en plateau de Benoît Noué, la candidate de La République En Marche sur cette première circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Michel Boivin, nous étions avec Philippe Gosselin. Oui, alors, il va falloir maintenant préparer le second tour, et comment vont faire les républicains et les centristes qui les accompagnent pour renverser en quelque sorte la tendance. Écoutez, il y a plusieurs éléments, et puis on va affiner tout ça évidemment ce soir au vu des cartes des résultats, mais d'ores et déjà la tendance est un peu donnée, avec un effondrement des autres candidats, que ce soit PS, Verts, France Insoumise, etc. Je crois qu'il y a des résultats qui sont plutôt décevants sans doute pour cela. Donc on va avoir un duel, c'est évident, ou un duo, appelons-les comme vous voulez. Et donc il va falloir aussi réveiller les abstentionnistes. Je pense qu'il y a pour nous, pour moi en particulier, un réservoir de voix chez les abstentionnistes. Il va falloir expliquer la démarche, ce que je veux faire, ce qui a été fait et les enjeux sur la circonscription, peut-être mieux encore qu'aujourd'hui nous ne l'avons fait. Thibaut Deslandes, je vous coupe avec la réaction de François Baroin qui vient à l'instant de finir son discours. Je cite: une abstention jamais vue qui témoigne de la fracture de la société française. Le deuxième tour opposera toutefois dans une grande majorité des circonscriptions les candidats de La République En Marche à ceux des LR. Un sursaut est indispensable, a dit François Baroin. Pour dimanche prochain, les grands choix se feront pour la France. Fin de citation. Benoît Noué, vous représentez donc La République En Marche dans cette première circonscription de la Manche. Vous arrivez en tête ce soir sur cette première circonscription. Première réaction ? Je crois que les résultats de ce soir appellent effectivement à l'humilité. L'abstention est grande. On n'a pas réussi à mobiliser tout le monde pour ces élections qui sont capitales pour confirmer l'action du président de la République et de l'exécutif. Donc il va falloir effectivement qu'on continue à battre campagne la semaine prochaine pour expliquer nos projets et faire voter ceux qui se sont abstenus ce soir. Il va falloir parler à ceux qui ont fait des scores cohérents, des scores importants ce soir et qui ne seront pas au second tour. Qu'est-ce que vous avez d'ores et déjà à leur dire à ces candidats qui ne seront pas au second tour et qui pourraient éventuellement vous soutenir, ou dont les électeurs pourraient vous soutenir dans ce deuxième tour ?
Tout à fait. Moi, je rappelle que nous avons une candidature qui est progressiste, un projet progressiste qui prend en compte la situation des plus précaires de France. J'utilise souvent le rapport Delevoye pour expliquer ce qui a fondé ce programme et ce projet En Marche. Permettre à la France de retrouver une activité économique, une croissance, sans perdre les plus précaires. C'est le sens de notre projet, de dynamiser la France tout en protégeant ceux qui en ont besoin. Michel Boivin. Oui, alors la thématique du progressisme, on imagine mal la thématique du régressisme. Hein. Donc, évidemment, c'est commun à bon nombre de candidats. Mais est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par progressisme ? À la fois le décliner économiquement, socialement, culturellement, en quelques mots. Alors, en quelques mots, le progressisme, c'est tout d'abord une façon de voir le monde, de prendre en compte les bouleversements et les transitions qui nous attendent, notamment la transition écologique, qui est de façon transversale présente dans notre programme En Marche et qui génère en fait un certain nombre d'investissements pour la France, qui sont des investissements d'avenir et de progrès. C'est pour Monsieur Verlouvet, ça. Mais non, c'est pour tout le monde. Ça ne s'adresse pas qu'aux écolos. Un peu restrictif quand même. J'avais 3 questions. Hein. Ça, c'est sur le terrain environnemental, mais sur le plan économique, parce que vous êtes attendu. La transition écologique est bien évidemment un réservoir économique de croissance important. Hein. C'est un tournant mondial que la France doit saisir, évidemment. Après, le progressisme, c'est aussi le progressisme de la société, des valeurs sociétales que nous prônons. Quelles, par exemple ? La tolérance de tous, la tolérance au sein des familles, tous les types de familles, et puis c'est une certaine forme de solidarité intergénérationnelle que nous voulons remettre en marche. 20h34, je salue l'arrivée en plateau du président du conseil départemental de la Manche, le sénateur Les Républicains, Philippe Bas, bonsoir. Bonsoir. Avant de me tourner vers vous, je me tourne vers Jérôme Virlouvet, l'un des candidats de la première circonscription de la Manche. Jérôme Virlouvet, première réaction après les résultats de ce soir, notamment sur cette circonscription où, comme le Parti Socialiste, vous êtes assez loin derrière les 2 candidats qui arrivent en tête, Benoît Noé pour La République En Marche et Philippe Gosselin pour Les Républicains. Oui, je dirais que quelque part, il n'y a pas de surprise. Ce qui était annoncé s'est révélé même peut-être amplifié par l'abstention record qu'on a eu ce soir. Et moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on est quelque sorte dans une anomalie démocratique. Et du coup, je m'adresse aux 2 candidats qui sont finalistes et en particulier à la candidate qui représente Emmanuel Macron, puisque c'est la dynamique qui est en cours. Le fait que monsieur Emmanuel Macron ait recueilli 24% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, dont on sait qu'à peu près un tiers avait voté pour lui par défaut, ou soi-disant pour un vote utile, et qu'il se retrouve potentiellement dans une semaine avec une Assemblée nationale avec 75% des élus, moi je trouve que c'est une anomalie démocratique d'avoir une assemblée quasiment monocolore, et puis d'avoir des députés qui demain seront peut-être élus avec seulement 50% des suffrages. Donc moi j'invite, j'ai pas beaucoup entendu monsieur Macron parler de réforme institutionnelle. Moi je crois qu'il faut absolument changer ce calendrier. Pour moi il faut que l'élection présidentielle et législative ait lieu le même jour, le même week-end, et qu'il faille mettre absolument de la proportionnelle dans les législatives, parce que ce n'est pas possible d'avoir une assemblée monocolore. Moi je me souviens qu'il y avait 4 blocs le soir du premier tour de l'élection présidentielle, et demain on risque d'en avoir plus qu'un. Benoît Noé. Alors nous sommes tout à fait favorables à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ça fait partie des projets de... Mais quel pourcentage de dose ? Est-ce que c'est 5% ? Est-ce que c'est 10% ? Et il va falloir d'abord résoudre le problème qui conduit les Français à voter massivement aux extrêmes pour pouvoir ensuite progressivement, je parle des présidentielles, pour conduire ensuite une réforme qui nous permettra d'introduire de la proportionnelle et d'avoir une représentativité plus juste. L'autre élément important
important. Certes, on a une assemblée qui semble monocolore ce soir, mais je vous rappelle qu'il y a un renouvellement très fort de nos candidats, des profils, du profil type du député qui, avec les candidatures En Marche, a évolué vers un profil plus jeune, avec plus de pluralisme. Donc c'est l'assurance aussi qu'on va vers une démocratie beaucoup plus participative et plus représentative de la France. Michel Boivin. Oui, alors juste un point sur l'effet de la proportionnelle par rapport à la participation. Il y a des élections à la proportionnelle qui ont encore plus d'abstention que les législatives. Elles s'appellent les européennes, elles se sont appelées les régionales. Donc il n'y a pas de lien d'automaticité entre l'un et l'autre. En revanche, il y a eu des expériences de droite, des expériences de gauche, et un certain nombre d'électeurs, qui sont quand même relativement nombreux, ont considéré qu'une troisième expérience, combinant les deux précédentes en les améliorant, peut être possible. Je pense que ça, c'est aussi une explication. Les échecs. Monsieur Boivin, sauf que 50% des électeurs ne se sont pas déplacés. Donc, s'ils avaient voulu amplifier, d'ailleurs, tout le monde s'attendait à ce qu'on ait au moins le même pourcentage de participation, c'est-à-dire 60% au niveau national, qu'il y a 5 ans. Vu qu'il y avait justement ce renouveau de beaucoup de candidats et puis le phénomène Macron ou la Macromania. Sauf qu'on a perdu beaucoup d'électeurs en route. Donc, moi, je tiendrais à relativiser cet engouement pour cette alternative Macron, quand même, ce soir. 2 candidats viennent de nous rejoindre. D'abord la candidate socialiste sur la première circonscription de la Manche, Clémence Molla, bonsoir. Bonsoir. Et Miloud Mansour, candidat Front de Gauche sur la deuxième circonscription de la Manche, bonsoir. Philippe Bas, je me tourne désormais vers vous avec une première analyse peut-être un peu plus globale sur l'ensemble du département que vous présidez de ces élections législatives. Les candidats de La République En Marche en tête dans chacune des 4 circonscriptions du département. C'est évidemment, pour moi, une déception. Au plan national, il se passe quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est-à-dire qu'il se prépare la majorité la plus forte de l'histoire avec le nombre de voix le plus faible de l'histoire. Car la combinaison de l'abstention, plus de la moitié des Français s'abstiennent, et d'un résultat d'En Marche qui en nombre de voix est faible. Souvenez-vous, En Marche ferait dans les 32%. En 2007, la majorité avait 45,5% des voix. Et en 2012, la majorité avait encore, c'était le Parti Socialiste, 40% des voix. Et bien là, nous aurions une majorité avec autour de 30% des voix, c'est-à-dire 15% des Français seulement, et qui raflerait non pas 280 ou 320 ou 350, mais jusqu'à 430 sièges. Donc, avec 15% des Français, vous pouvez avoir 75% des sièges à l'Assemblée nationale. Ceci est le signe d'un dérèglement profond de notre démocratie. En tout cas, cela confirme qu'il n'y a aucune Macron-mania dans l'électorat français. L'électorat français ne s'est pas déplacé et ne donne qu'une courte avance au mouvement En Marche, qui d'ailleurs est un mouvement qui, tout en aspirant à avoir les pleins pouvoirs comme on les a jamais eus, est aussi un mouvement qui risque d'être très rapidement divisé profondément contre lui-même. J'aimerais entendre, pour parler de notre département, les conversations que l'ancien député frondeur Stéphane Travert va avoir avec l'ancien collaborateur de Dominique de Villepin, Premier ministre, Missler, si l'un et l'autre sont élus et doivent former la même majorité et voter les mêmes lois. Comment vont-ils faire? Et donc, je suis ce soir très inquiet. Et mon message, après cette analyse, c'est un seul message. C'est concitoyens de la Manche, s'il vous plaît, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous étiez inquiets, vous ne vouliez pas de cohabitation, d'accord, mais vous êtes sûr de ne pas en avoir pour le coup. Eh bien, s'il vous plaît, équilibrez les choses, corrigez le tir la semaine prochaine. Rien n'est joué avant dimanche prochain. Il faut absolument faire en sorte que la Manche soit représentée par des élus de proximité. J'ai Philippe Gosselin en face de moi, je le salue. Je salue Guénaël Huette, les autres candidats. Des élus de proximité, des élus qui ne sont pas chancelants dans leurs convictions et des élus qui veulent tirer les réformes vers le haut et qui aideront à ce qu'il y ait de vraies réformes économiques et sociales pour que notre pays mette fin à son décrochage économique et social comme l'Angleterre et l'Allemagne l'ont fait. Philippe Bas, deux choses avant que je donne
donne la parole à Benoît Noé qui souhaitait réagir. Vous parlez de dérèglement de la démocratie française. Est-ce que les Républicains et le Parti Socialiste n'en sont pas un peu responsables de ce dérèglement ? Mais bien sûr, tout le monde est co-responsable. Tous ceux qui ont tenu des responsabilités, qui ont déçu les Français, sont responsables. Mais vous savez, le ripollinage, le renouveau, la mode, le fait que, effectivement, on soit aujourd'hui, on ait que le renouvellement à l'esprit, l'âge du capitaine. Tout ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est l'action, c'est les projets, c'est les programmes. L'âge du capitaine n'est pas un programme, n'est pas un projet, n'est pas une valeur, n'est pas une conviction. La nouveauté se périme. Elle séduit un temps, mais elle se périme. C'est même le propre de la nouveauté. Et moi, je plains beaucoup les membres de cette future majorité que j'espère le moins large possible, parce que là, ce serait tout à fait excessif si on continuait comme ça dimanche prochain. Je plains beaucoup tous ceux qui vont maintenant avoir à s'entendre sur un projet qui n'existe pas à l'heure qu'il est. Benoît Noé, vous aviez demandé la parole, candidate La République en marche. Oui, moi je voudrais répondre à Monsieur Bas que rien ne sert de quémander des sièges de la sorte. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet qui soit sincère. Je viens de dire la même chose. Il faut un projet. Oui, vous avez changé le vôtre. Parlez-nous du vôtre. Vous avez changé le vôtre entre les présidentielles et les législatives, ce qui fait que vos électeurs sont perdus, excusez-moi. Mais donc on a besoin d'un projet sincère, chiffré et pragmatique. Et je crois que voilà, c'est le projet En Marche. Alors maintenant, il faut qu'on le présente davantage, qu'on continue à aller voir les gens pour leur expliquer ce programme, ce projet. Mais le vôtre, il pose des questions, des interrogations, notamment sur son financement. Philippe Bas. Écoutez, moi, je connais du projet de M. Macron une chose, l'augmentation de la CSG. On ne parle que de ça. Eh bien, je dis aux retraités, aux fonctionnaires, aux indépendants, vous allez prendre plein pot la hausse de la CSG, et c'est les salariés qui bénéficieront de la baisse de leur cotisation sociale. Ça, c'est un élément concret du programme de M. Macron. Il n'y en a pas tellement, mais au moins, on peut le dénoncer avec clarté. Allez, Benoît Noé, un dernier mot avant que Oui, un dernier mot. Alors, faire peur aux retraités, c'est là aussi une manière d'agir qui n'a pas une grande valeur. Le projet, comme vous le savez, il met en œuvre des solidarités, il prend en compte les plus précaires. Donc, effectivement, il y a une fiscalité. Vous vouliez augmenter la TVA de 2 points, je le rappelle, ce qui aurait touché les plus défavorisés de plein fouet. Nous, on a un projet avec une fiscalité qui est claire. On n'essaye pas de vendre une liste du Père Noël sans expliquer comment on va financer nos mesures. Donc c'est clair. Claire, vous allez augmenter la CSG et les retraités la paieront. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ils la paieront comme les autres. Mais avec pas de baisse de cotisation de sécurité sociale puisqu'ils n'en payent pas. Avec ceci dit, une suppression de la taxe d'habitation pour un grand nombre des Français, 80%, ce qui au global va nous permettre d'avoir une fiscalité en baisse. Si les classes moyennes, renseignez-vous, on peut se rencontrer, je vous explique la fiscalité. Ça me fera plaisir. Nous avons prévu, mais en tout cas, globalement, il faut savoir que notre projet propose une baisse globale d'impôts qui est supérieure à la baisse d'impôts que proposent les Républicains. Ça n'est pas vrai. Je vous interromps avec les premiers résultats définitifs dans la Manche. La première circonscription de la Manche, justement, celle de Benoît Noé et de Philippe Gosselin qui sont à votre table. En tête, donc, c'est Benoît Noé dans les résultats officiels avec 15 934 voix, soit donc 35,35% des suffrages. Arrive en seconde position le candidat Les Républicains, député sortant Philippe Gosselin avec 30,82% des voix. Troisième position pour Franck Simon, le représentant Front National avec 11,67% des voix. Et quatrième position pour Aurélien Marion, le représentant de France Insoumise avec 8,33% des voix. Également définitif les résultats de la troisième circonscription avec une très large avance pour Stéphane Travert, représentant de En Marche avec 46,20% des suffrages, soit donc 25 423 voix devant Jean-Manuel Cousin qui arrive en deuxième position, le représentant Les Républicains avec 18,9% des voix. Troisième position pour Carmen Masson, Front National, 12,59% des suffrages. Et quatrième position pour Bernard Rebol, le représentant France Insoumise avec 10,44% des voix. Un petit mot du Natio aussi, Thibaut, avec Marine Le Pen, déclaration officielle de la présidente du Front National, abstention, je cite, historique, qui pose la question
question du mode de scrutin. La recomposition du paysage politique se poursuit. République en marche absorbe, je cite, ce soir LR et le PS. Marine Le Pen a appelé à une mobilisation, je cite, massive pour une opposition à la politique catastrophique que veut mettre en place Emmanuel Macron. A noter que Marine Le Pen, justement, arrive en tête dans sa circonscription des Hauts-de-France avec 45% des suffrages devant le candidat République en marche. Du côté des ministres et ex-ministres, dans la Sarthe, Stéphane Le Foll est en tête de justesse avec 27,5% des voix devant le candidat républicain avec 24% des suffrages. Richard Ferrand, dans sa circonscription, est également en tête avec 33,9% des suffrages, soit 15 de mieux que son premier suivant, le représentant républicain, 18,1% des voix. Et on est donc en plateau avec les candidats dans cette première circonscription de la Manche. Franck Simon, le candidat du Front National, vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Clémence Mola, je me tourne vers vous. Vous étiez en plateau avec nous. 5,37% des voix sur cette première circonscription pour vous et le Parti Socialiste. Élection compliquée pour vous, non ? Oui, certainement. Forcément, on savait que ce serait compliqué. On a voulu mener une campagne où on allait parler au plus grand nombre de gens et autant que faire se peut, leur permettre de présenter une alternative à la politique de droite qui est présentée, notamment qui va être menée par Emmanuel Macron et évidemment au Front National et aux idées racistes. Je pense qu'on a réussi à le faire dans une certaine mesure. Évidemment, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Et puis, comme on la connaît, la situation est très particulière pour la gauche en ce moment, qui va effectivement avoir besoin d'une reconstruction globale. Et c'est ce à quoi on va s'employer dès demain. Michel Boivin. Alors, si je reprends votre conception ce soir de l'échiquier politique, vous aurez le choix au second tour entre la droite et la droite. Est-ce que vous ferez un choix entre ces deux droites ? Oui, moi je pense profondément que le programme d'Emmanuel Macron est un programme de droite. D'ailleurs, je suis très inquiète quand j'entends ce qu'il compte faire, que ce soit à travers le gouvernement par ordonnance, qui est quand même enlever tout le pouvoir politique et de contre-pouvoir que peut avoir l'Assemblée nationale, et qu'il s'agisse de l'éducation avec la réforme du lycée et la sélection à l'entrée de l'université, qui, à mon sens, atteint profondément le principe d'égalité de la France. Après, moi, à titre personnel et au nom de toutes les personnes qui ont fait ma campagne, de tous les militants et de tous les gens qui ont voté pour moi, je donnerai pas de consigne de vote parce que justement aussi c'est la droite contre la droite. Donc je pense que les citoyens sont suffisamment éclairés d'une certaine manière pour faire eux-mêmes le choix de ce qui leur correspond le plus. Philippe Gosselin, c'est la droite contre la droite ? Écoutez, je suis pas sûr que ça soit tout à fait ça, mais on va en reparler. Madame Noué a dit, et elle a tout à fait légitimité à le faire, qu'elle était de gauche, donc qu'elle a travaillé avec Ségolène Royal, donc faudra aussi le mettre sur le tapis. Moi, je crois que c'est pas simplement un jeu droite contre droite. Il y a un certain nombre de points de vue, de positions, d'explications, d'attitudes qui seront à développer pendant la campagne, effectivement. Mais on le fera pendant toute la semaine sans aucune difficulté. Benoît Noé. Nous, ce qu'on constate au sein d'En Marche, c'est que droite ou gauche, ça n'est plus la question. On a des pros Juppé, des pros Le Maire, on a des gens de gauche, on a des militants socialistes qui nous ont rejoints, on a des écolos aussi. On a une façon de voir la société qui rassemble sur des choses pragmatiques. Je dirais juste à Clémence que moi, quand j'ai lu son dépliant de campagne, j'ai eu l'impression de voir le programme En Marche. Il n'y avait plus les éléments du programme de Hamon. Donc je pense que le rapprochement peut se faire. Clémence Mola. Personnellement, je partage pas du tout cette opinion. Il me semble que dans mon programme, j'ai notamment bien déroulé que j'étais pour mettre les moyens dans le service public et notamment les services publics de proximité, faire en sorte que effectivement chacun soit accompagné en termes de politique d'éducation, en termes de sécurité aussi. Moi, je ne crois pas que mettre en place l'état d'urgence dans le régime général, ce soit particulièrement préserver les droits fondamentaux et les libertés publiques. Donc
voilà, je pense que la suppression de 120 000 fonctionnaires, c'est pas vraiment quelque chose qui me correspond même du tout en fait. Je crois qu'il y a au contraire une vraie nécessité d'investir dans l'avenir et ça passe par l'éducation, ça passe par la santé, ça passe par les services publics et je ne vois pas très bien comment Emmanuel Macron compte le faire tout en supprimant, tout en baissant les impôts et notamment pour les plus fortunés, en faisant en sorte que les collectivités soient moins financées et puis juste en supprimant 120 000 fonctionnaires. Moi je pense que c'est plutôt une politique antisociale. 15 milliards d'investissements pour l'éducation et la formation. Je crois que jamais aucun gouvernement n'avait promis un tel effort pour la formation des jeunes et des chômeurs. Donc ça, c'est un premier point de réponse. L'état d'urgence, il n'a pas vocation à demeurer sans fin. Pour nous, il est prévu jusqu'à cet automne. Et puis, on va remettre en place une police de proximité, des moyens qui vont nous permettre petit à petit d'envisager cette sortie. Donc, si ça peut rassurer Clémence. Je rassure Miloud Mansour, on va venir sur la deuxième circonscription de la Manche d'ici quelques instants pour le Front de Gauche. La police de proximité pour mettre fin à l'état d'urgence et lutter contre le terrorisme, madame, je vous prie de croire que c'est de la naïveté. Hein. Moi, je veux bien intervenir quand même quelques secondes. Miloud Mansour, la parole est à vous pour le Front de Gauche. Parce que droite ou gauche, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Le problème, c'est que s'il y avait eu des débats, nous, on aurait pu le démontrer. Et que ce soit les présidentielles ou que ce soit là ce qui s'est passé, et malgré des campagnes de terrain acharnées de beaucoup de militants de gauche, on n'a pas pu le démontrer. Et je suis désolé, mais là, il est déjà presque trop tard pour avoir ce débat-là. Alors, bienvenue dans un monde de droite. Merci d'ailleurs au passage au Parti Socialiste, en tout cas celui qui était au gouvernement, à vous, pour ces 5 années de bonheur qui ont amené cet ancien ministre devenu président à proposer ce programme contre lequel vous vous êtes présenté. Alors moi, je suis persuadé que vous êtes complètement sincère. Je suis persuadé aussi qu'une partie du PS va se gauchir parce que dans l'opposition. Je suis persuadé aussi qu'on pourra s'entendre avec certains d'entre eux, mais vous comptez tout de même pas nous faire avaler des vessies pour des couleuvres ou des... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que votre discours est tellement alambiqué qu'il semble à chaque fois mélanger 2 proverbes. Et maintenant, cerise sur le pompon, vous nous dites que vous allez sauver l'éducation nationale. Non mais vous plaisantez. Vous croyez qu'on ne connaît pas le ministre de l'Éducation ? Je rappelle que vous êtes professeur, Miloud Mansour, au passage. Benoît Noé. Mais on n'a pas pu avoir ce débat. Avant qu'on donne la parole à Franck Simon pour le Front National. Une réponse, Benoît Noé. Moi, je dirais juste que ce projet En Marche, il me paraît particulièrement équilibré parce qu'il propose à la fois de restaurer de la croissance et de la croissance qui s'appuie sur une transition positive et en même temps c'est un programme qui permet de lutter contre les déficits publics, contre la dette, ce que ne permet pas la plupart des programmes de gauche. C'est un problème puisque je termine. Vous avez eu souvent la parole. Chacun votre tour. Si votre analyse analyse n'est pas erronée. Les moyens que vous proposez sont des moyens qui vont faire exploser la dette. Et vous savez très bien que c'est gréver le futur. On ne s'est jamais vu, madame. Je vais poser une question. Ça m'étonnerait. Je vais poser une question super simple. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a compris ce que disait la dame il y a 30 secondes ? Michel Boivin, nous sommes avec Franck Simon pour le Front National qui n'a pas encore eu la parole ce soir. Le Front National qui dans cette circonscription, la première circonscription de la Manche, donc sur laquelle Franck Simon représentait le Front National, 11,67%. Oui, alors Franck Simon, on se bouscule à droite ce soir dans la première circonscription. Vous êtes éliminé du second tour, alors entre la droite macroniste, entre guillemets, et la droite traditionnelle. Que choisissez-vous pardon. Voilà, j'interviens ce soir déjà pour dire merci à nos militants, à nos électeurs. J'échoue de peu à me présenter pour le second tour. Quant aux consignes de vote, c'est pas moi qui vais les donner puisque les 2 candidats qui passent le premier tour les ont déjà fait avant moi, puisqu'ils dans un cas de figure différent, ils auraient appelé à voter l'un pour l'autre pour m'éliminer. Donc finalement, c'est le même camp. Quand j'entends Monsieur Bas dire aux Normands de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, mais lui-même a appelé à voter Monsieur Macron le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, je crois que déjà le choix est fait. Je veux dire,
L'un ou l'autre, pour nous, c'est la même chose, c'est la même politique. Et pour faire barrage au Front National. Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas un programme, faire barrage au Front National, je le reconnais. En l'occurrence, on croit que oui, c'est ce que vous faites depuis des années maintenant. Ça a perdu le Parti Socialiste, qui est réduit à peau de chagrin aujourd'hui, et je pense que les Républicains sont en train de suivre le même chemin, malheureusement pour eux. Clémence Molla, je vous vois réagir. Moi, je pense que un parti, avant tout, c'est une maison où habitent des idées et des militants. Je pense que les idées, elles sont pas mortes. D'ailleurs, la gauche fait quand même un score important dans toutes ces déclinaisons. Je pense qu'il va effectivement falloir la reconstruire, ça c'est indéniable. Maintenant, vous inquiétez pas que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de cette table, même si à mon sens, la gauche fera le meilleur travail, puisque comme je l'ai dit, il y a des politiques antidémocratiques qui me font peur. Mais je pense que, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès demain et pour les années qui suivent, notre premier combat ne sera pas strictement d'appeler à voter contre vous au second tour, mais avant tout d'aller parler à tous les électeurs pour faire en sorte que vos mensonges et votre... Donc 11 millions d'électeurs dans ce pays sont des pestiférés, quoi. Non, 11 millions d'électeurs sont des pestiférés, vous les traitez comme tels depuis des années. Mais non, je viens de vous dire que je cherche à aller les convaincre. Vous ne pouvez pas les convaincre, vous avez été au pouvoir depuis les 30 dernières années, vous avez été au pouvoir, la droite a été au pouvoir, on voit le résultat que ça a donné, ne vous étonnez pas de la montée du Front National quand vous voyez au pouvoir ce que vous avez donné. Vous leur mentez, et donc c'est, à mon sens, ce sont des gens qui sont convaincus par un mensonge. Et c'est de la responsabilité aussi des politiques d'aller combattre ces mensonges et de faire barrage au Front National d'abord dans les idées. Je crois que les Français en ont marre de voter soi-disant pour l'alternance une fois à gauche, une fois à droite, et d'avoir la même politique à chaque fois, et d'en subir les mêmes conséquences à chaque fois. Franck Simon. Mais ça, on peut être d'accord là-dessus, mais c'est pas pour autant que je considère que vos idées sont... Clémence Molla, vous avez parlé des prochaines années, vous serez dans la Manche les prochaines années? Écoutez, moi, c'est un territoire qui m'intéresse particulièrement, dans lequel, effectivement, je compte continuer à faire beaucoup. Comme beaucoup de gens de ma génération, je vais commencer aussi à chercher un travail, ce qui fait que ça va m'amener en fonction, effectivement, et comme vous le savez certainement, il y a aussi 25% de chômage chez les jeunes, donc ça va m'amener à prendre un travail là aussi où j'en trouverai, mais c'est un territoire politiquement qui m'intéresse particulièrement et dans lequel j'aimerais continuer à œuvrer pour effectivement continuer à faire exister les valeurs de gauche. Il est presque 21h. Sylvain Letouzé, je me tourne vers vous pour refaire un point sur les résultats qui tombent les uns après les autres. Je rappelle qu'on connaît désormais l'intégralité des résultats dans cette première circonscription de la Manche, par exemple. Oui, dans la première circonscription de la Manche, on connaît effectivement 100% des résultats. Un petit rappel, c'est Benoît Tounoé qui est sur votre plateau, Thibault, représentante République En Marche, qui arrive en tête avec 35,35% des voix devant Philippe Gosselin, député sortant LR, avec 30,82% des suffrages. Troisième position pour Franck Simon, également sur votre plateau, Thibault, avec 11,7% des suffrages. Du côté national, plusieurs réactions des différents chefs de parti, à commencer par Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je cite: un premier tour marqué par le recul sans précédent de la gauche, notamment du Parti Socialiste. Tout indique que la majorité absolue est d'ores et déjà acquise pour République En Marche. Le second tour sera celui de l'amplification ou de la diversification. Le secrétaire général du PS a également craint en conclusion une Assemblée nationale sans débat démocratique. Jean-Luc Mélenchon pour France Insoumise: ne donnez pas les pleins pouvoirs au parti du président ni à ceux qui s'en réclament, Parti Socialiste ou LR, qui changeront de camp au lendemain de cette élection, a dit Jean-Luc Mélenchon. Élysée des députés France Insoumise, c'est autour d'eux que se construira l'opposition. Le maire de Nice, Christian Estrosi: je regrette de ne pas avoir été entendu par les dirigeants de mon parti, auxquels je n'ai cessé de demander d'accepter la main tendue du président de la République. Et Christian Estrosi a également appelé, quand le Front National est qualifié au second tour, je cite, à ce que les candidats LR arrivés en troisième position se retirent. Et on termine avec un mot de Normandie, est venu de l'heure le résultat officiel de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dans sa première circonscription de l'heure, il a obtenu 45% des suffrages exprimés. Vous m'avez donné mon meilleur score d'un premier tour, a-t-il déclaré. Je le dois à votre engagement et à tous ceux qui me sont restés fidèles. Fin de citation, voilà Thibault.
On est de retour en plateau ici dans le département de la Manche avec la deuxième circonscription de la Manche. Après s'être intéressé à la première, intéressons-nous à la seconde. Nous avons un des représentants en plateau, c'est Miloud Mansour. Il était candidat du Front de Gauche sur cette deuxième circonscription de la Manche, où c'est Bertrand Sor, le candidat de la République En Marche, qui arrive largement en tête avec 44,54% des voix, devant Guénaël 27,77% et Marie-Françoise Kurdiel 10,08%. Miloud Mansour, vous obtenez 2,83% des suffrages exprimés dans cette deuxième circonscription. La première chose qui m'est venue en tête en regardant les résultats, c'est que vous êtes relativement loin derrière le candidat de la France Insoumise. Oui, loin. Quels enseignements, quelles conclusions vous en tirez ? Plusieurs, des enseignements certains positifs, d'autres négatifs. Faut pas. Je pense que si on veut vraiment renouveler la vie politique dans ce pays, il faut arrêter de se payer de mots. Donc le premier mot qui me vient, c'est déception, parce qu'on a fait une campagne vraiment super. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez observé. Ah non, vous l'avez pas vraiment vu, vous l'avez pas vraiment observé, parce que vous l'avez pas du tout relayé, et puis il n'y a pas vraiment eu de débat. Mais on a fait une campagne excellente, une campagne de terrain. On est allé partout, on a été affiché partout, on a discuté avec un monde incroyable. Et puis, très peu vous ont entendu, alors. Et très peu nous ont entendus. Et puis j'ai pas eu de chance puisque Jean-Luc Mélenchon s'est présenté dans ma circonscription. Qui n'ait pas eu de débat, c'est un fait, notamment sur notre antenne, Miloud Mansour, mais il y a eu de débat pour personne, non. Pas plus pour le Front de Gauche que pour les autres. C'est exactement là où je voulais arriver, c'est-à-dire que cette élection-là, elle a été la suite logique de ce qu'étaient les présidentielles, et elle a été la suite logique de tout ce qu'on avait prévu. Et il y a quand même un effondrement terrible des idées de gauche dans ce pays, et là on est gauche année zéro, et puis il va falloir tout reconstruire. Alors d'un point de vue plus personnel, c'est un petit peu décevant. Je pensais vraiment qu'on allait faire un petit peu plus. Je pensais quand même qu'on allait être dans cet étiage-là. Je voudrais remercier tous les militants, parce qu'on a été nombreux. On a fait un travail super actif et très personnel. Nous, on n'avait pas de matériel du national ni de champion pour nous défendre. Et puis 3, c'était déjà le score de tout le Front de Gauche en 2012. Donc je finirai quand même par une note très positive, c'est-à-dire qu'on avance, quand même on avance. Michel Boivin. Oui, il y a quand même eu ce relationnel compliqué avec le Parti communiste français. Dans de nombreuses circonscriptions, il y a un candidat du Parti communiste français face à un candidat de la France insoumise. Oui. Or, derrière Jean-Luc Mélenchon, dans l'élan de sa candidature, il y avait eu un rassemblement à la présidentielle. Alors, comment expliquez-vous ce changement de pied des uns et des autres ? Je pense pas. Je sais que vous êtes un observateur attentif quand même de la vie politique. Ça divise un peu, plus. Ah oui, la division, c'est une trahison, ça c'est évident. Et ça, on l'a toujours dit. Maintenant, je crois qu'il m'appartient pas tellement de répondre à cette question. Il m'appartient pas de répondre à cette question. Parce que si l'une des causes de votre fragilisation. Ah non, les voix qui sont allés au candidat communiste ne sont pas allées chez vous. Je suis communiste. Oui, mais enfin les voix, je veux dire, pardon, du parti de gauche, excusez-moi, oui, ne sont pas allées vers les candidats communistes lorsqu'il y a. Je prends pas la circonscription comme exemple, je prends d'une manière générale la circonscription où il y a un candidat communiste face à un candidat de la France insoumise. C'est ce qui explique le global, pas dans votre cas, bien entendu. Oui, parce que dans mon cas, c'est quand même très très particulier, c'est-à-dire, je pense que non pas du tout, mais le représentant de France Insoumise ici présent, je pense qu'il sait très très bien pourquoi nous et on n'a rien pu faire. Mais au niveau national, oui, c'est très dommageable pour la portée de nos idées. Je crois qu'il y a des calculs nationaux, que ce soit France Insoumise ou chez nous, qui ont pris le pas sur l'intérêt général. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, ça nous fait tort, puisqu'on n'aura qu'un tout petit groupe de députés à l'Assemblée. Je pense qu'il y a des calculs financiers aussi qui sont peut-être pas acceptables, mais je pense qu'il y a aussi une question politique fondamentale. C'est-à-dire que pour devenir insoumis, il fallait se soumettre et perdre son identité, c'était hors de question. Et nous, on a toujours dit qu'on serait trop rebelle pour signer n'importe quelle charte.
Voilà, surtout que nous, ça fait quand même quelques années qu'on bosse sur le terrain, quoi. Et le représentant de la France Insoumise, mais qui va pouvoir répondre. Il va répondre, bien Après, sûr. je le dis en toute amitié, je pense qu'il sera quand même globalement d'accord avec moi. Là, C'est Michel Juel, le directeur de campagne de Bernard Rebol sur la 3e circonscription de la Manche. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et une réaction à ce que vient de dire Milou de Mansour. Je vais pas débattre ici de cette histoire-là. Je vais simplement dire une chose, c'est que on a toujours pensé que la dynamique qui était engagée par la France Insoumise était une dynamique importante, qu'elle a été menée essentiellement par Jean-Luc Mélenchon, mais qu'elle a été menée aussi parce que nous avions un programme cohérent et complet. Et que les Français une partie des Français se sont retrouvés derrière ce programme. Et c'est pour ça qu'on fait des bons scores. Parce que ce qu'on dit est quelque chose de très cohérent. C'est ce programme qui s'appuie à la fois sur l'écologie, sur le social, sur l'humanisme. Ce programme-là a plu aux gens. Le nôtre aussi. Attends, excuse-moi, je ne t'ai pas coupé tout à l'heure. Donc, nous, on a maintenu cette campagne, on a ouvert les portes. On a proposé aussi à tous ces camarades de faire la campagne avec nous. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur identité. On n'a jamais proposé aux gens de perdre leur identité. Il y a dans la France Insoumise des candidats communistes qui ont été présentés sous l'étiquette France Insoumise sans aucune difficulté. Donc, c'est pas là que se situe le problème. Ceci dit, maintenant, je voudrais dire 2 mots sur cette élection parce que c'est pour ça que je suis là. Je vous écoute. Voilà, donc nous, on est pas tout à fait satisfait du résultat qu'on fait, puisqu'on a fait quand même entre 16 et 17% au présidentiel, on est tombé à 10,44%. Sur la circonscription de Saint-Lô, par exemple, 10,44. Non, sur Coutances. De Saint-Lô aussi. Peut-être. Enfin, Bernard Rebol est à 10,44%. Oui. Je constate une chose, c'est que le score de M. Travers est un score très important. Et c'est un constat. Je regrette d'ailleurs que les Français ne se soient pas saisis de cette opportunité pour mettre en face de M. Macron une réelle opposition. Je pense qu'ils vont le payer très cher. Le programme de M. Travers et de M. Macron est un programme antisocial. Il va y avoir une casse sociale très importante qui va en plus se passer dans des conditions, je trouve, très antidémocratiques, telles qu'elles sont présentées maintenant en tout cas. Et je trouve vraiment dommage que les gens ne se soient pas mobilisés plus que ça pour dire stop, on ne va pas fonctionner comme ça. Voilà. La réaction d'Édouard Philippe, le Premier ministre, s'il vous plaît, Sylvain Le Touzé. Il vient à l'instant de s'exprimer, je cite, « Je me dois d'insister sur la nécessité d'aller voter dimanche prochain ». Voilà par quoi a débuté la locution du Premier ministre Édouard Philippe. Je cite, « Malgré l'abstention, vous avez été des millions à redonner votre confiance dans le projet d'Emmanuel Macron. La France est de retour. Depuis un mois, le président a su incarner la confiance, la volonté et l'audace. Dimanche prochain, l'Assemblée nationale incarnera le nouveau visage de notre République, une République forte, la République française ». Fin de citation d'Édouard Philippe, le Premier ministre, il y a quelques secondes de cela. 21h10. Je salue les arrivées en plateau de l'ensemble des personnalités qui nous ont rejoints. Jean-Manuel Cousin, candidat sur la 3e circonscription de la Manche pour les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Henri Debré, représentant départemental, référent départemental, je cherchais le mot, de la République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. François Brière, vice-président du conseil départemental de la Manche, maire de Saint-Lô. Bonsoir. Bonsoir. Et Quentin Horner, candidat pour l'UPR sur la 3e circonscription de la Manche. Bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez dire encore un mot, Michel Juel? 2 commentaires pour compléter. Rapidement, avant que ça va être très rapide. D'abord, je me réjouis que le Front National se soit vraiment écroulé de cette manière-là. C'est une bonne nouvelle et je pense que les Français de ce côté-là ont bien joué. Par contre, cette abstention à 50%, c'est vraiment catastrophique. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été très bien expliqué déjà avant par ceux qui étaient sur ce plateau. C'est un vrai problème de fond et je pense qu'il était grand temps, et il est grand temps, de changer en profondeur les règles de cette République. Nous, on avait proposé une 6e République avec des règles très différentes, avec de la proportionnelle, et tout le temps qu'on n'ira pas vers ça, on aura le même phénomène. Et ce phénomène, justement, a des conséquences qui peuvent avoir des conséquences graves en termes d'extrémisme, justement. La 3e circonscription de la Manche, on l'évoque. Jean-Manuel Cousin, vous arrivez en 2e position dans cette 3e circonscription, assez largement derrière Stéphane Travers, le candidat de la République En Marche. Une réaction au soir de ce premier tour? Écoutez, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, au moins sur la partie de l'abstention, parce que constater qu'un électeur sur 2 n'est pas venu voter à ces élections législatives lors de ce premier tour de scrutin me pose un véritable problème lorsque l'on sait qu'il y a 73 ans, des femmes et des hommes ont versé leur sang pour la démocratie. Et je pense que, au moins, au nom
et en l'honneur de ces gens-là, j'appelle les électrices et les électeurs à venir voter dimanche prochain, quel que soit, bien évidemment, le choix qu'ils feront, parce que je crois que c'est très important. Pour ce qui concerne la 3e circonscription de la Manche, il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait pas de candidat socialiste sur cette 3e circonscription, puisque le député socialiste sortant, Stéphane Travert, avait l'étiquette En Marche, et quand on fait un calcul assez arithmétique, ceci explique cela en termes de score. Et j'allais dire, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Michel Boivin. Oui, alors l'assurance ou la réassurance, elle s'explique comment? Par un second tour où il y aurait des possibilités de convaincre les abstentionnistes qui, je le rappelle, quels que soient les régimes et quels que soient les systèmes électoraux, l'abstentionnisme, on le rencontre partout. C'est un phénomène qui touche toutes les démocraties. Par conséquent, le lien entre le système électoral, le régime politique et l'abstention est loin d'être scientifiquement, politiquement c'est autre chose, mais scientifiquement démontré. Alors, comment expliquez-vous à la fois l'écart et en même temps... Alors, l'écart a été un petit peu expliqué par l'abstention et le jeu des partis, mais quelles sont vos réserves, en quelque sorte, et comment allez-vous faire pour combler un écart... de 27 points. De 27. Dans le score de Stéphane Travert, il y a un double phénomène, je l'expliquais tout à l'heure. Il y a effectivement un effet souffle du président Macron qui est indéniable. Et on l'a ressenti sur le terrain, qui est un effet que Michel Boivin, vous connaissez très bien. En général, les Français donnent une majorité au président de la République élu. Plus, effectivement, je le disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de candidat socialiste. Pour ce qui me concerne, je n'aime pas catégoriser, effectivement, les électeurs, parce que c'est extrêmement compliqué, et à mon avis, c'est de plus en plus complexe, surtout dans la période dans laquelle on vit. Mais je crois qu'il serait extrêmement malsain, puisque selon les projections, je voyais ça tout à l'heure en arrivant sur votre plateau, la République En Marche pourrait obtenir de 400 à 440 sièges. Et je crois que d'avoir un parti hégémonique ou un quasi-parti unique, c'est malsain pour la démocratie. En conséquence de quoi, je pense, et ça sera difficile à tenir d'ailleurs, c'est en général les majorités les plus importantes sont celles qui sont les plus difficiles à tenir, et je crois que les électrices et les électeurs doivent réagir le 18 juin prochain. Milou de Mansour, vous souhaitiez dire un mot? Oui, très très rapidement, parce que ce que je vais dire s'applique pas forcément à la Manche, mais plutôt sur l'ensemble du territoire national. Je vois bien la tentation qu'on pourrait avoir de gauchir En Marche pour cliver et montrer qu'il y a un clivage droite-gauche qui persiste. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est proposé là, le peu que l'on sait, c'est pas du tout des perspectives de gauche. Et je crois que la confusion, l'espèce de vide conceptuel dans lequel on vit depuis 6 ou 7 mois permet peut-être cette confusion et l'idée que ce président-là pourrait apporter quelque chose de gauche. Mais moi, j'y crois pas. Que ce soit les ordonnances qui ne font jamais que continuer le travail de l'année dernière, que ce soit la casse de l'hôpital, que ce soit la casse de l'école, on va continuer dans la même logique. Donc, n'allons pas faire croire à la population que nous allons avoir un président tellement soucieux d'impératifs sociaux. C'est pas vrai. Pierre-Henri Debray, vous êtes référent départemental de la République En Marche dans la Manche. Oui, juste pour réagir rapidement, je pense qu'on ne peut pas mêler confusion et chez les électeurs et rassemblement, esprit de rassemblement. Stéphane Travert, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Stéphane Travert, il a su rassembler. Comme l'ensemble de nos candidats à la République En Marche, il a su rassembler. Effectivement, certains à gauche, certains à l'UDI, puisqu'il a été soutenu par l'UDI, notamment dans sa circonscription. Il a su faire œuvre une personne de rassemblement, donc bien plus d'une personne, bien entendu, puisque vous savez bien qu'une élection de ce type n'est pas l'œuvre d'une personne. Donc c'est cet esprit de rassemblement. Moi, je voudrais juste insister sur une chose, c'est tout d'abord remercier celles et ceux qui ont voté, qui se sont déplacés, qui ont soutenu nos candidats, qui salue également l'implication des équipes de chacun des candidats qui ont été sur le terrain, qui étaient très présents. Et je voudrais dire que par rapport à ces résultats qui sont encourageants, on garde tout de même de l'humilité par rapport à tout cela. On sait très bien que rien n'est acquis.
Rien n'est acquis parce que nous avons une élection du second tour, un second tour donc à préparer. Nous savons que nos candidats seront sur le terrain dès demain, et ensuite on sait également que tout reste à faire et que le président de la République, son gouvernement, ont besoin d'une majorité la plus large possible à l'Assemblée nationale. Pierre-Henri Tebret, à l'heure où je vous parle, moi j'ai une feuille entre les mains, je ne sais pas si les résultats se sont affinés à Cherbourg, mais qu'est-ce que vous faites s'il y a un duel Sonia Crimi, Blaise Missler? J'ai l'impression que les résultats qui sont donnés actuellement ne donnent pas pour l'instant en tout cas, ce scénario-là. Bon, si c'est le cas. Écoutez, si c'est le cas, on pourra à nouveau en parler, mais c'est pour l'instant, a priori, ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer d'avoir les résultats avant 21h30 pour qu'on soit sûr de tout ça. Vous vouliez dire un dernier mot, Michel Juel? Je vais quitter le plateau, donc je voudrais juste dire une petite chose là, qui m'énerve depuis le départ, depuis que j'entends parler les gens de En Marche. Il n'y a pas de programme chez ces gens-là. On entend rassemblement, et rassemblement, c'est pas un programme. Nous, on a un programme clair, c'est un programme social, écologique, c'est un programme complet. Chez En Marche, il n'y a pas de programme. Par contre, on sait vers quoi on avance. On sait qu'on avance vers une casse sociale très importante, et ça, vous le paierez très cher, je pense, dans le futur. Quentin Horner, vous n'avez pas encore eu la parole. Vous étiez candidat dans la 3e circonscription de la Manche. 1,02%, c'est votre résultat. C'est un résultat qui confirme que pour l'heure, l'UPR ne fait pas partie des premiers rôles dans le paysage politique. Oui, effectivement, on ne fait pas partie des premiers rôles. Pour autant, on ne cesse pas notre démarche d'informer les Français. C'est la première fois qu'on participe à une élection législative. Personnellement, sans moyens, nous avons mené avec les militants de l'UPR, et je les remercie du fond du cœur de leur investissement. Je remercie du fond du cœur ceux qui croient et ceux qui ont compris pourquoi l'UPR veut sortir de l'Union européenne, veut sortir de l'euro, veut sortir de l'OTAN. On parle de démantèlement des services publics, de la casse de l'éducation, de la casse de la sécurité sociale, des services de santé, mais on l'explique justement parce que ce sont des politiques imposées par Bruxelles. Monsieur Debré nous parlait de rassemblement tout à l'heure. Il faut m'expliquer, monsieur Debré, comment vous pouvez parler de rassemblement avec autant d'abstention. Ça, c'est de facto, encore une fois, nous jeter de la fumée aux yeux. Donc il n'y a pas de rassemblement. Le programme, il est clair, c'est l'application des politiques de Bruxelles. Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, monsieur Juncker a indiqué la nécessité de réduire de 50 milliards d'euros le budget de la France pour les services publics. Voilà, ça c'est la promesse de la casse sociale en France, qui est enclenchée par En Marche et monsieur Stéphane Travert. On laisse répondre Pierre-Henri Debray. Oui, non, simplement sur l'abstention, c'est un véritable sujet, il ne faut pas se voiler la face. Regardez cette désaffection, à mon avis, qu'ont les Français vis-à-vis des partis historiques, puisque c'est, à mon avis, un des facteurs. Les choses sont beaucoup plus compliquées, certainement, du point de vue scientifique, comme M. Boivin l'a dit. Néanmoins, je pense qu'un des facteurs, c'est cette désaffection vis-à-vis des partis historiques. La multiplication également des candidatures, peut-être. Qui peut être un point qui est amené à l'abstention de certaines électrices, électeurs, et qui se mobiliseront peut-être davantage au second tour. C'est ce qui induit un nouveau concept d'abstention, l'abstention d'écrémage. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'électeurs attendent le second tour parce que le premier est très compliqué, très confus. Et compte tenu du très grand nombre de petits candidats, ça, c'est un problème. Dernier facteur, peut-être, une certaine forme de lassitude aussi de la part des électeurs, avec des élections qui durent depuis maintenant de longs mois, de longues années, si on prend en compte les primaires. Je voudrais réagir à un second point, donc ce point-là que vous évoquez, celui de l'abstention, mais ce qu'a dit Monsieur Cousin tout à l'heure m'a un peu choqué, dans le sens où il a parlé, il a expliqué qu'une majorité aussi forte que cela serait malsaine. Bon, écoutez, moi, je me pose la question, en quoi l'expression démocratique peut-elle être malsaine ? Jean-Manuel Cousin. Oui, donc j'ai expliqué que d'avoir une majorité de 440 députés à l'Assemblée nationale sur 577, cette démocratie prend le risque d'avoir un parti quasi unique dans ce pays, et que le danger, c'est que si ce gouvernement ne réussit pas, l'alternance devient quoi ? L'alternance devient l'extrême gauche ou l'extrême droite ? C'est en cela que je dis que c'est extrêmement dangereux et malsain pour la démocratie dans laquelle nous vivons. Je crois qu'il est très sain dans une démocratie qu'il y ait un gouvernement, bien sûr, qui gouverne, issu des urnes, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est le choix des Français, mais il faut qu'il y ait une alternance démocratique
possible. Bonsoir Bertrand Sor, je vous laisse réagir juste avant. Bonsoir Bertrand Sor, candidat à La République En Marche dans la 2e circonscription de la Manche. Bonsoir Laurent Huet, candidat Europe Écologie Les Verts dans la 3e circonscription de la Manche. Pierre-Henri Debré, vous vouliez réagir et juste après j'interroge Bertrand Sor. Le plus sain pour une démocratie, c'est qu'il y ait un renouvellement. Le renouvellement, ce soir, il est à l'œuvre, on le voit dans les résultats au niveau national, au niveau de la Manche. Et ça, c'est sain pour la démocratie. Ce qui est sain aussi, c'est que au sein même d'En Marche, on a une pluralité de sensibilités politiques. On n'est pas constitué comme un bloc monolithique où on aurait un discours unique. Donc je pense que là aussi, il faut relativiser. Je relativiserai en tout cas votre propos là-dessus. Et puis sachez que en Marche, et Emmanuel Macron l'a toujours rappelé, nous sommes favorables à une dose de proportionnelle. Alors certes, qui n'est pas applicable aux élections actuelles, mais qui le sera par la suite. Donc nous sommes favorables à l'expression démocratique. Bertrand Sor, vous étiez candidat, je le disais, sur la 2e circonscription de la Manche. Vous obtenez un peu plus de 44% des suffrages ce soir. Loin devant Guénaël Huette, le candidat Les Républicains, 27,77%. Est-ce que c'est plié avant même ce second tour ? Absolument pas. Une élection n'est jamais pliée avant le second tour. Et dès demain matin, comme le disait Pierre-Henri Debré tout à l'heure, nous serons sur le terrain, comme nous l'avons fait depuis plus de 2 mois dans cette campagne, pour rencontrer nos concitoyens, pour expliquer le projet d'Emmanuel Macron. Voilà, nous souhaitons continuer à rassembler les Français. Et la meilleure façon de rassembler les Français, c'est en allant à leur rencontre. Laurent Huet, vous étiez, vous, candidat sur la 3e circonscription de la Manche pour Europe Écologie Les Verts. Quand je regarde votre résultat, 5,33% avec 100% des résultats qui sont arrivés, donc résultats définitifs. J'ai vu les autres résultats d'Europe Écologie Les Verts. Votre score est pas si mauvais par rapport aux autres. Pas si mauvais. Oui, c'est sûr qu'il est un petit peu en progrès par rapport aux élections précédentes. Maintenant, c'est une satisfaction, mais bon, quand je regarde le résultat des élections, quand un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé, c'est une joie toute relative, quoi. François Brière, vous êtes la dernière personnalité installée en plateau là, à ne pas avoir parlé depuis quelques instants. Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil départemental de la Manche, maire de Saint-Lô, observateur dans cette campagne. Alors qu'est-ce que vous avez observé, vous, le maire de la préfecture manchoise ? Alors j'observe que Saint-Lô, comme dans toutes les élections, sur une législative, je parle bien sûr d'une législative, est une ville qui est souvent relativement marquée dans son vote. Je me permets de rappeler parce que je trouve qu'on l'oublie assez vite et un petit peu de recul historique est parfois bienvenu. En 2012, la candidate, c'était une femme, Christine Lecause, du Parti Socialiste, avait obtenu 37% à l'échelle de la ville de Saint-Lô et 60% au 2e tour. Et c'est Philippe Gosselin qui avait été réélu, il avait été élu la première fois en 2007. Donc j'entends beaucoup de choses ce soir sur la ville de Saint-Lô, mais la ville de Saint-Lô ne fait pas forcément une élection législative, ça a toujours été le cas. Et voilà, pour l'interrogation pour dimanche prochain, mais c'est quelque chose de récurrent sur la ville. Michel Boivin. Oui, alors le maire de Saint-Lô est certes un spectateur, mais c'est aussi un spectateur engagé. Alors, au-delà de la lecture classique des résultats, comment le maire de Saint-Lô envisage-t-il le second tour à titre personnel et à titre... Je pressens que je vais dire quelque chose qui n'a pas été abordé par les personnes qui m'ont précédé au micro. Je suis très surpris du peu de liens que les candidats font avec justement quelques élus qui forcément à l'échelle d'une circonscription ont des éléments à faire revenir du terrain, à échanger, à faire valoir, etc. Vous auriez aimé être suppléant peut-être ? C'est pas le message. Le coup de balai des notables. C'est pas le message. Non, mais il y a quelques sujets qui quand même sont extrêmement importants dans cette campagne législative qui déjà sont sortis. Je pense au rythme scolaire, je pense à l'aménagement du territoire, je pense au devenir du service public de la justice, etc. Et on pourrait en dire bien d'autres. Et je suis très surpris de voir que finalement les candidats ne sont pas venus vers des élus comme nous. Alors je dis nous, je pense voilà, mes collègues de ville ou de taille comparable ou de plus petite taille. C'est quelque chose qui m'étonne. Et quand vous parlez d'un spectateur engagé, mais pour être un spectateur engagé, il faut aussi avoir un échange. Je voulais savoir s'il et pour avoir un échange, pour le second tour, il faut avoir aussi un interlocuteur en face de soi. Donc j'appelle les candidats aux législatives, ils ne sont plus que 2 ce soir à l'échelle de la circonscription, de venir voir les élus de terrain qui ont des choses à leur dire. Dans la circonscription de Saint-Lô, je le rappelle, c'est Benoît Noué, la candidate de La République En Marche, et Philippe Gosselin, le candidat Les Républicains. Et je rebondis évidemment sur la question de Michel Boivin. Vous êtes en marche, François Brière, ou vous ne l'êtes pas ? Alors, Saint-Lô est une ville qui avance à grands pas. Donc, je fais exprès de ne pas comprendre votre question pour faire 30 secondes de publicité municipale et pour dire que nous sommes très heureux, en mi-mandat municipal, de voir des évolutions très positives au sein de notre ville. On verra si vous entendez.
entendez bien avec votre député et eux, ou votre député et Pierre-Henri Debré. Je me tourne vers vous pour La République En Marche. Ce soir, les 4 candidats estampillés La République En Marche sont en tête dans les circonscriptions manchoises. Le 4 sur 4 la semaine prochaine, c'est déjà fait. Je le demandais à Bertrand Sort, mais il y en a une ou deux où c'est déjà plié quand même. Comme je vous le disais tout à l'heure, on prend les choses étape après étape. Ces premiers résultats sont très encourageants, mais on garde beaucoup d'humilité. On sait très bien qu'il faut rester mobilisé, et on le saura. Michel Boivin. Oui, tout va dépendre du taux de participation au second tour. 3 points de participation en plus, et c'est déjà un résultat inversé, qui pourrait être inversé dans une des circonscriptions. Ceci dit, Monsieur Sort, vous êtes en position extrêmement favorable. Alors, comment allez-vous faire? Qui allez-vous aller voir? Quel discours allez-vous tenir? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on va poursuivre la campagne de la même façon dont on l'a débuté, c'est-à-dire qu'on va continuer à rencontrer les élus, parce qu'effectivement, sur notre circonscription, nous avons pris soin de rencontrer la grande majorité des élus. Nous allons bien sûr aller à la rencontre des chefs d'entreprise, des agriculteurs, de nos concitoyens, et je crois que c'est effectivement la meilleure façon de se faire entendre et d'associer nos concitoyens à la politique que nous souhaitons mener. Voilà, une politique de terrain. Granville, c'est évidemment l'une des villes phares, mais il y a aussi Avranches et Mortain, et là, vous avez marqué des points dans le sud. Comment expliquez-vous ce résultat un peu surprenant quand on connaît la réaction du Mortainais vis-à-vis du Granvillais? Je crois effectivement que c'est le fruit d'un travail d'une équipe. J'ai autour de moi une équipe constituée de marcheurs, de gens qui ont envie de s'associer à la démarche d'Emmanuel Macron. Et voilà, c'est le fruit, c'est le résultat de tout ce travail, de rencontres encore une fois, et que nous souhaitons poursuivre. C'est-à-dire que nous sommes bien dans le cadre d'une élection législative, mais ce travail-là, il ne s'arrêtera pas au soir du 18 juin. Une base de lancement qui s'appelle Saint-Père-sur-Mer. Bien sûr. Forcément, c'est une base assez favorable. Pierre-Henri Debré, chose promise, chose due. Sonia Crimi contre Blaise Missler. Que fait La République En Marche dans la Manche? Eh bien, nous ferons comme nous avons toujours fait, c'est-à-dire suivre la recommandation de l'investiture, de la Commission nationale d'investiture. Nous avons dans la 4e circonscription un candidat La République En Marche, et bien entendu, nous ferons comme dans toutes les circonscriptions. Avec des comités locaux qui soutiennent Sonia Crimi. Avec certains adhérents, certes, qui peuvent... Ce qui voudrait dire qu'il y aurait, dans ce cas-là, un duel Front National, La République En Marche. A priori... Non, c'est La République En Marche contre la majorité présidentielle. Oui, voilà le duel... Si l'un se retire, puisque les deux, c'est un jeu subtil dans le cher bourgeois, quand on le lit au second degré. Ça n'a pas fonctionné, semble-t-il, comme ça aurait pu fonctionner, mais il se trouve en effet que les deux candidats sont qualifiés. Donc l'un est plutôt de sensibilité de droite, l'autre plutôt de sensibilité de gauche. Alors est-ce que vous allez trancher entre les deux, ou est-ce que vous allez faire en sorte qu'il n'y en ait plus qu'un pour incarner un mouvement ? Je ne fais pas tout à fait la même analyse que vous. Je fais l'analyse. Je pose la question. Je fais l'analyse est beaucoup plus simple nous concernant. Nous avons un candidat, La République En Marche, et donc il est qualifié. Nous nous en réjouissons. Et nous ferons en sorte que ce candidat puisse. Donc c'est clair, vous n'en soutenez qu'un. Donc il n'y a plus de dialogue. Le dialogue, donc vous vouliez instaurer le dialogue tout à l'heure dans l'hypothétique. Il n'y a plus de dialogue là, c'est fini. Il y a toujours eu un dialogue. Toujours eu un dialogue au sein même d'En Marche et entre En Marche et les autres partis. Il est 21h29. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée, d'avoir amené vos réactions sur l'ensemble du département de la Manche. On va attendre pour savoir sur la 4e circonscription, parce que je taquinais quelque peu Pierre-Henri Debré, mais il reste encore des résultats qui peuvent arriver. Mais pour l'heure, c'est bien ce score-là. Blaise Missler en tête, le candidat de La République En Marche, devant Sonia Crimi, la candidate de la majorité présidentielle. Voilà comment elle s'est présentée. On va attendre de voir si tout cela évolue. On se retrouve dans quelques secondes sur l'ensemble de la région Normandie pour débriefer cette soirée avec nos spécialistes politiques et pour avoir l'ensemble des résultats dans la région. À tout de suite.